bienvenue sur CAPS TV. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'Orbe, où se dresse derrière moi l'emblématique église qui a récemment bénéficié d'une rénovation impressionnante. Pendant 3 ans, artisans et architectes se sont attelés à restaurer sa façade et à revivifier son intérieur. Un projet d'envergure que nous allons découvrir ensemble. Suivez-moi devant l'église où nous rencontrerons ceux qui ont donné une nouvelle vie à ce patrimoine historique. Suivez-moi. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu favorablement à notre invitation et je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Camille Vasquetto, je suis associée de l'atelier META, atelier qui s'est vu confier la conservation-restauration des décors peints du temple. Merci. Dominique Montavon, architecte de Fischer & Montavon, bureau membre du consortium Fischer & Montavon Dolci. Bonjour, je m'appelle Vorlegui, je suis chef de projet, directeur de travaux bureau Dolci, le bureau qui fait partie du consortium Fischer & Montavon Dolci. Quels travaux ont été réalisés? Peut-être en entrée de matière, peut-être juste un petit rappel historique sur les conditions cadres de ce chantier que vous visitez maintenant. Le projet il a été lancé en 2002 avec une première étude pour une grande restauration qui a été menée de 2003 à 2005. Celle-ci prévoyait un montant de travaux pour une restauration complète d'environ 10 millions. Compte tenu d'une situation où le canton ne voulait pas mettre de subvention, vu que c'est un patrimoine communal et que le canton avait décidé on ne subventionne plus les monuments historiques des communes, la commune de Orbe a gelé le projet. Et il a été relancé en 2017, compte tenu un peu de l'évolution de certains éléments sécuritaires, notamment les toitures. On a mis à l'enquête en 2019, il y a eu un problème avec des oppositions qui ont été levées fin 2021. Et on a pu démarrer en 2022. Donc en 2022, on a fait les travaux extérieurs, les toitures, couvrements, les façades, mais toujours dans un esprit minimum parce que le budget initial de 10,5 millions, il avait été passé à 3,650 millions. Donc l'objectif de cette restauration, c'est la conservation principalement des structures, de l'enveloppe et une amélioration technique à l'intérieur avec une part attribuée à la restauration des parements pour améliorer la lisibilité et nettoyer l'ensemble. C'est un peu l'essentiel des travaux, en plus des aspects techniques, parce que le chauffage devait être assaini. C'est un chauffage au mazout qui pulsait de l'air chaud. Tout ça, ça a été repris, ainsi que tous les éléments relatifs à l'électricité. Et cerise sur le gâteau, on a obtenu dans le cadre du crédit un budget pour la mise en valeur lumière. Alors pour le chauffage qui a été fait, le dernier c'était en 1933-34, sur un système assez simple, c'est-à-dire une pulsion d'air. Une pulsion d'air qui se faisait à partir du sol, parce que les grilles que vous avez ici, c'est justement les grilles qui vont permettre de pulser de l'air chaud. À l'origine, c'était récupéré sur une grille qui était là-haut pour créer un mouvement circulatoire d'air chaud. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fin de compte, on a inversé le système, on pulse par en bas et on récolte par en haut. Alors le système ici, le canal d'air qui se trouve sous le plancher chauffant ici, réalisé donc à l'époque, en 1933, et pour la petite histoire, il avait dû être réalisé à la dynamite, parce que comme c'était du rocher, c'était tellement dur qu'ils n'arrivaient pas à le faire autrement. Et nous, ce qu'on a rajouté en plus de ça, c'est dans la zone de présence au niveau du public, c'est ce qu'on appelle un plancher chauffant, c'est une zone qui possède un chauffage de sol. Et le système d'air pulsé, c'est juste pour pouvoir monter la température du temple juste avant des manifestations ou des représentations, et puis après maintenir cette température au niveau du plancher chauffant à basse température. Voilà. Mais ça veut dire que ce n'est pas un chauffage à gaz Alors oui, la production effectivement a été changée du mazout, on a dû passer au gaz, oui. Parce qu'on avait ici probablement quelques problématiques si on voulait passer avec des chauffages, ce qu'on pourrait dire énergie renouvelable, pour des questions de place, pour des questions peut-être de coût également. Bon, sachant qu'on n'a pas un chauffage constant, c'est vraiment un chauffage d'appoint lorsqu'il y a des manifestations. Donc pour la partie principale du clocher, donc les travaux consistaient principalement à changer la couverture du clocher ainsi que des 4 tourelles. Donc dans le clocher, on trouve donc évidemment les cloches, on a le beffroi
donc tout le système de support des cloches. Et dans les travaux aussi a consisté, en fin de compte, à restaurer les jougs qui portent les cloches, qui étaient en chêne, probablement à l'origine, et qui ont été changés en 1960 avec des jougs en métal. Il semblerait-il que dans la région, c'était un peu la mode d'enlever tous ces éléments en bois et puis de mettre des jougs en métal. Et nous, en fin de compte, on a décidé de revenir, entre guillemets, à l'origine avec des jougs en bois, donc chêne avec assemblage métallique. On a donc descendu les cloches, remonté les cloches, on a changé aussi tout le système mécanique, restauré et entretenu l'horloge magistrale, et puis remis en place, en fin de compte, l'entier de tous ces éléments pour que maintenant le système, non seulement de l'horloge et des cloches, refonctionne comme à l'époque. Et l'horloge, Alors, l'horloge, oui, tout à fait. Les cadrans d'horloge étaient donc à l'origine des panneaux en verre, qui étaient simplement peints directement sur place. Et puis, la problématique, c'est par rapport au fait de devoir faire un entretien de ces cadrans en verre. On sait qu'en gros, tous les 15-20 ans, il faut remonter pour repeindre, pour des questions d'entretien. Donc, on a décidé de partir sur une fabrication de verre, on peut dire sérigraphié. Et tout ce système a été possible de mettre en place grâce à un appui très important de M. Pascal Moret, qui est un spécialiste des vitraux, en partant sur des fabrications totalement industrielles. Et ça, c'était Saint-Gobain qui a réussi à faire cette fabrication spéciale avec un système d'impression laser et de recuisson à plusieurs reprises de pâte de verre permettant d'avoir des cadrans d'horloge en verre, translucides, on va dire, de bonne qualité et puis qui passera beaucoup plus longtemps au niveau du temps et puis au niveau de la détérioration. Oui. Voilà. Merci. Je vous en prie. Nous allons parler des témoins des décors. Combien y en a-t-il dans le temple? Et puis, est-ce que vous pouvez nous les montrer? Oui, alors des témoins de décors, donc les plus anciens, qui peuvent remonter à 1520. Nous avons les principaux témoins qui se situent ici dans le chœur. Des témoins assez importants qui se trouvent dans la partie supérieure des ébrasements et un autre témoin qui se retrouve dans l'arc du chœur. On arrive à discerner une étoile bleue. Lorsqu'on se rapproche un petit peu plus près, on discerne une fleur rouge et ce sont ces témoins-là dont Orvon s'est inspiré pour reproduire le ciel du chœur avec ses semis d'étoiles et de fleurs. Et il existe aussi des témoins dans la pierre. Tout à fait. Alors effectivement, c'est tout à fait un autre type de témoin, hein, on est bien d'accord, c'est plutôt des témoins techniques. Ce sont des pastilles qui sont en fin de compte scellées sur le mur et qui nous permettent en fin de compte de faire un contrôle de la distance qui les sépare par des axes, des petites pointes qu'on a ici. Et donc on mesure tous les 3 mois, 4 mois, ça dépend. Et puis autrement, c'est des témoins qui restent ici puis qui permettent effectivement de mesurer cette distance et puis de déterminer s'il y a eu un mouvement. Alors les mouvements, on peut les observer par en général des micro-fissures ou des fissures, mais ça permet en fin de compte de tenir à jour une statistique de mouvements qui pourraient effectivement subvenir au niveau déjà du clocher, et puis de quelques parties encore qui se situent dans le temple. Un complément d'information, le chœur tel qu'il est actuellement, en fait, il a été adjoint en 1488, après le premier incendie, parce que la tour, elle ne faisait pas partie de l'église initiale. Ils se sont appropriés la tour médiévale et évidemment, ils ont fait des grands percements parce qu'ils ont fait les percements des vitraux, des baies. Ils ont percé le grand arc majestueux entre le chœur et la nef, ce qui a déstabilisé en partie l'ancienne tour. Elle a toujours été un peu en mouvement et ces mouvements, ils sont symptomatisés par des fissures. Donc le moyen de contrôle des fissures, c'est les témoins. En gros, ça fait 20 ans de suivi des témoins, on voit que ça ne bouge pas trop. À certains moments, ça bouge un peu plus en fonction des variations climatiques, mais il n'y a pas de péril dans la demeure. Très bien. Quelle technique avez-vous utilisée de restauration? Est-ce que c'est des techniques ancestrales? Et puis quels matériaux de peinture? Alors nos techniques en fait, de conservation-restauration va toujours se baser sur la nature des matériaux du décor qu'on va devoir restaurer. Sur les dégâts qui sont présents, qu'est-ce qui en est la cause, et on va toujours adapter notre protocole en fonction de ce qui est voulu, ce qui est souhaité pour le conserver. Ici, le principal dégât, ça a été la poussière, due au chauffage des années 1933. Ça a amené énormément de poussière dans tout le temple. Donc, notre plus grand travail a été de nettoyer la totalité des voûtes, des arcs et des parois du temple. Et pour ça, donc, il nous faut utiliser une technique qui enlève un maximum de poussière, parce que la poussière est acide et elle va contribuer à accélérer la détérioration des matériaux, tout en
conservant un maximum de couches picturales, parce que le décor était aussi pulvérulent. Donc il avait tendance un petit peu à se transformer en poussière. Le liant n'était plus assez effectif pour pouvoir conserver ce décor, donc il nous a fallu trouver une technique qui joue l'entre-deux, qui conserve le décor tout en le nettoyant. Et pour cela, il n'y a pas de technique. La technique ancestrale, elle est assez rigolote parce qu'il s'agit de mie de pain, qui est très facile à utiliser, mais actuellement on n'utilise plus cette mie de pain parce qu'elle provoque des dégâts, elle provoque des micro-organismes, elle amène une odeur de céréales sur les parois et on s'est rendu compte que les insectes et les araignées adoraient ça. Donc sur le moment, ça nettoie extrêmement bien, c'est très économique et c'est très traditionnel, mais ça amène des ennuis ensuite par la suite. Donc nous, on a une méthode qui est moderne, donc des conservateurs-restaurateurs ont développé une gomme capable de reproduire l'effet de la mie de pain, mais cette gomme est chimiquement neutre et ne va pas provoquer de micro-organismes ni d'odeur de céréales. Très bien, merci. Voilà. Quelle a été la rénovation la plus compliquée pour vous? Alors, je pense que c'est un peu un ensemble de tout, surtout dans ce genre de bâtiment, qui est quand même des bâtiments emblématiques, sur lesquels on doit avoir un respect de tout son côté historique. Mais on aurait tendance à dire que pour certaines complications, on va dire que c'est plutôt pour essayer de pouvoir modifier certains éléments, comme je vous ai avant parlé du plancher chauffant, ou peut-être à l'origine, le plancher chauffant, il était en tôle d'acier, en fin de compte, c'était un sol qui était en acier noir, avec un système de chauffage dessous, et puis on s'est vite rendu compte que, vu certaines imperfections du nivellement du sol, eh bien, il s'est avéré que la problématique de l'acier allait nous faire rencontrer des problèmes qui seront très compliqués. Donc il y a une option, en fin de compte, de dire on va repartir peut-être avec des matériaux qu'on a déjà dans le temple, c'est-à-dire des revêtements de pierre, et principalement du grès coquillé, qui viennent de la carrière de la Molière, près de Stavé-le-Lac. Et puis, en fin de compte, ces éléments, ce sont des dalles en pierre qui ont déjà des formats un peu plus petits et qui nous permettent, en fin de compte, de corriger le nivellement des différences qu'on a entre les 4 points du tapis, on va l'appeler, c'est un tapis chauffant, et puis qui permet, en fin de compte, de corriger ces niveaux. Alors ça fait partie d'une des problèmes qu'on a pu rencontrer. Avant, je vous ai parlé des cadrans d'horloge. La recherche pour ces verres a été quand même assez importante et qui a pris un certain temps, surtout pour recevoir, en fin de compte, une validation de Saint-Gobain, qui est quand même des usines qui fabriquent des verres de grande quantité, et quand il s'avère de faire des productions entre guillemets artisanales de petite quantité, c'est vrai que ça, c'était pas gagné d'avance. C'était la meilleure solution, en fin de compte, pour avoir ces cadrans, puis qu'ils puissent, eux, passer un temps plus important. Peut-être en complément de ce que vient d'évoquer Guy Vourlet, chaque intervention dans un monument de ce type-là, elle est, entre guillemets, compliquée. Parce qu'on peut se dire, en fonction des moyens, qu'est-ce qu'on veut restaurer? Et puis, est-ce qu'il y a une légitimité à restaurer plutôt telle période ou telle période? Ce qui présuppose des investigations en amont pour savoir qu'est-ce qui reste derrière ce qu'on voit aujourd'hui. Alors là, dans le cas du temple, en 2003-2004, on avait investigué la possibilité de restaurer un décor plus médiéval qui remontait à l'église brûlée en 1488 et restaurée en 1522, qui consistait à remettre en place un décor de faux joints rouges qu'on trouve sur certaines colonnes, etc. Mais ça me pose après la question, qu'est-ce qu'on fait du décor de Corvon de 1931-33? Un autre aspect assez compliqué, c'est la mise en lumière, parce que ce temple, il est caractérisé par cette architecture gothique flamboyante des bas-côtés, une chapelle de la Vierge, etc. L'éclairage qui a été posé en 1980 n'était pas satisfaisant. Donc on a mené une campagne d'essai avec un spécialiste de mise en lumière et une entreprise spécialisée aussi dans la confection de spots sur mesure. Et après, il faut les alimenter. Donc, où est-ce qu'on passe les câbles? Enfin, tout ça, c'est des choses très compliquées qui demandent chaque fois de travailler en équipe pluridisciplinaire. Et puis, ça mène chaque fois des discussions, parce qu'il y en a certains qui disent on pourrait faire des beaux luminaires qu'on voit. Ben, nous, on dit non, on veut faire des beaux luminaires, mais qu'on ne voit pas. Enfin, etc., etc. Donc, il y a énormément de problématiques compliquées qui s'additionnent les unes aux autres. Et c'est chaque fois des questions de peser des intérêts entre un financement, entre le palimpseste qui est cet ouvrage, c'est-à-dire il y a plusieurs choses écrites, toute l'histoire elle est écrite, elle est plus ou moins documentée sur l'ouvrage, et de retrouver un équilibre qui assure une cohérence dans la présentation. Avez-vous retrouvé quelque chose d'exceptionnel en faisant les travaux qui n'étaient pas prévus? On peut prendre l'exemple du tympan. Le tympan, il ne faisait pas partie du programme d'intention du maître de l'ouvrage.
Le tympan, donc, c'est le décor au-dessus de la porte d'entrée en demi-cercle sur la porte principale. Ce tympan, il date de l'église de 1488. Aujourd'hui, on n'en voit plus grand-chose, si ce n'est les traces de ce qui a été mis au jour en 1931-33. Et c'est en faisant une analyse matérielle sur site que les restauratrices de l'atelier Meta ont fait un petit encart et qui a permis de mettre au jour un décor sous-jacent qui est probablement le décor originel. Mais là se pose toute la question de comment intervenir. On ne peut pas simplement tout gratter pour voir ce qu'il y a derrière, puis voir que finalement il n'y a peut-être plus grand-chose, à part la fenêtre où on a eu la chance de tomber sur quelque chose. Donc là, il y a toute une discussion, c'est très enthousiasmant, c'est enrichissant au niveau de l'expérience, mais en même temps, ça pose une fois de plus toute la complexité de l'approche entre analyse rationnelle, de faire des sondages systématiques, mais à un moment donné, il faut bien décider. Et puis c'est la décision qui est plus importante, notamment aussi en relation avec la Charte de Venise qui dit toutes les couches de l'histoire doivent pouvoir rester perceptibles. Et puis il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre, même si on voudrait que certaines soient plus importantes, parce qu'on les trouve plus intéressantes. Alors on va reparler du témoin de décor. Alors ici nous avons conservé donc, un témoin du décor qui était présent dans l'église en 1828, sauf erreur. C'est ce décor que Ernest Corvon a entièrement retiré pour mettre au jour l'enduit plus ancien et révéler les témoins de 1520 que nous avons vus dans le chœur. Donc c'est pour cette raison que nous avons conservé le témoin que Corvon a laissé, qui est Ulysses au marbre, et nous avons laissé un dernier témoin sur l'arc, un petit peu plus haut, qui est un témoin qui ne va pas rester dans le temps, c'est en fait simplement un témoin de l'encrassement généralisé qu'il y avait dans l'église, et c'est ce qu'on a retiré lors de notre opération de conservation-restauration. Et en ce qui concerne le sol. Oui, alors le sol, c'est un joli débat. C'est un de ces débats dont on a parlé avant, qui présente une certaine complexité. L'origine du débat, elle remonte en 1931-33, lorsque Girard et Godet ont fait leur restauration. C'était un sol en bois partout. Le même sol, y compris le chœur, il n'y avait pas la marche qui fait la distinction. Eux ont décidé d'unifier, de déposer le sol en bois. Et Girard et Godet, dans leur réaménagement avec chauffage, etc., ils ont mis un sol en clinker, c'est une espèce de terre cuite qui est posée en chevron sur l'entièreté de la surface. La problématique à laquelle nous sommes confrontés, c'est que depuis qu'ils ont fait ça, il s'est passé beaucoup de choses. Notamment le buste de Pierre Viret, qui initialement, avant Girard et Godet, était dans la chapelle de la Vierge. Il l'avait déplacé dans la deuxième chapelle ici. Et dans les années 70-80, il a été déplacé pour être mis au revers de l'escalier. Donc ça a laissé une trace. Ensuite, quand nous on a intervenu en 2003-2005, on a fait des sondages dans l'optique de changer tout le sol. Et ensuite, il y a les trapons d'accès, qui sont aussi des éléments en bois dans un sol en terre cuite. Et ensuite, il y a la nouvelle intervention au centre avec le gris coquillé et la suppression de l'axe transversal que Girard et Godet avaient mis en place. Donc, si on voulait revisualiser le sol de Girard et Godet, on aurait plein d'accidents qui sont difficilement acceptables par rapport à l'ensemble du sol, parce que la beauté de ce temple, c'est ça en espace à colonnes et un sol assez uni, qui ne perturbe pas la lecture. Les prochains travaux de restauration, ils vont... Alors on dit qu'une restauration est centennale. Donc la dernière c'était 1931 à 33, donc il y a 90 ans. Cette restauration centennale elle dépend de l'évolution notamment des structures, mais si les structures sont stables, il n'y avait pas grand chose à faire, mais c'est surtout le principal ennemi des bâtiments dans le temps, c'est les toitures. Si vous avez un bon chapeau, oui, et un bon manteau, ça peut durer très longtemps sans qu'on la touche trop. Mais il faut qu'il y ait une maintenance régulière. Ça sera à la commune d'avoir cette maintenance régulière et quand il y a un problème, on intervient, on n'attend pas le budget prochain pour intervenir. C'est la recommandation qu'on peut donner. Mais oui. On voit que vous avez ce mur-là qui est en restauration. Il y a eu un problème d'eau, d'infiltration. Alors, c'est pour cette partie-là, effectivement, le cas, étant donné que, donc, à l'arrière de ce mur, on est dans le chemin de la poterne.
donc qui nous permet d'accéder à la partie basse de la ville. Et puis à l'intérieur du mur, étrangement, on avait une espèce de contrefort dans lequel se situait la chenot. Et le problème, c'est que quand on parlait des restaurations, de la rénovation, on a donc décidé de changer cette chenot qui était en fonte ou acier, mais qui avec le temps évidemment était dégradée pour des questions assez simples au niveau de la rouille. Et puis toute l'eau qui s'écoulait depuis les toitures était concentrée sur cet angle-là. Et on connaît la nature de ces murs qui sont justement des murs emblématiques de toute vieille ville, c'est-à-dire des constructions en moellon, qui sont souvent ourdés, sable, chaux et pierre. On a cette problématique de ce qu'on appelle le salpêtre, qui est un problème de réactivation des sels qui sont dans les maçonneries. Mais là, c'est plutôt une question non seulement de temps, de dégradation du temps, due à la chenot, et puis à des accidents qu'on a trouvés sur la façade, des fissures où justement l'eau pénètre, imbibe les maçonneries présentes et font ressortir justement tout le salpêtre. Donc le meilleur moyen de les traiter, ce genre de murs, c'est principalement de piquer les crépis qu'on a en surface, de lui laisser un certain temps pour le séchage. Là, on est à peu près à 2-3 mois de piquage sur les parties inférieures, c'est celle qui souffre le plus. Et puis, une fois qu'on a réalisé ce piquage, laisser sécher la maçonnerie, on fait des curages de joints pour enlever un maximum. Et puis ensuite, on repart dessus avec des crépis d'assainissement qui possèdent une particularité de capter certaines problématiques justement de la capillarité en plusieurs couches pour pouvoir retrouver, une fois les travaux terminés, un mur à l'identique de la partie supérieure, mais assaini, ce qui permet après effectivement de garder ce mur, en tout cas 10, 15, 20 ans dans le bon état. On voit qu'il y a un cadre ici. Il y avait une fenêtre. Oui, alors ça c'est une des particularités qu'on a justement quand on fait des piquages. L'évolution du temple fait qu'on retrouve souvent, derrière ou après des piquages, on retrouve des traces de l'histoire. Dans ces parties-là, en général, on fait référer ça par des archéologues qui permettent de séquencer des fenêtres historiques. Mais j'aurais peut-être passé la parole à Dominique qui va un peu vous expliquer aussi qu'est-ce que représentent des fois des piquages de murs et puis des éléments qu'on retrouve et puis qui sont assez surprenants. Je n'ai pas d'explication particulière sur cette niche ou vestige d'embrasure, si ce n'est que quand on a piqué l'extérieur, parce qu'on avait le même problème de salpêtre à l'extérieur, et surtout d'enduit trop dosé au ciment, qui fait que le mur ne respire pas bien, donc l'humidité qui monte, elle ne sort pas, etc. Sur la rue de la Poterne, on ne voit pas ça. Donc c'était peut-être une niche liée à une activité cultuelle, parce que c'était une chapelle ici. Mais en tout cas, ce n'était pas traversant. Je vous remercie infiniment pour toutes ces précieuses informations. Ça m'a fait plaisir de découvrir tout ça. Et merci à vous d'être venus. C'était Pascal pour CAPS TV.